Rebonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment avec un très grand plaisir que nous recevons Blandine ce soir, qui va nous parler de l'influence du sionisme chrétien sur la politique étrangère des États-Unis dans le contexte dramatique que nous connaissons. Également peut-être avec un arrière-plan historique, une comparaison, je ne sais pas si tu en auras le temps, tu as peut-être un petit peu modifié ton propos par rapport à l'intention initiale, une comparaison avec l'influence du sionisme chrétien sur la politique étrangère du Royaume-Uni au XIXe siècle. Blandine est professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et nous te sommes d'autant plus reconnaissants de nous rejoindre ce soir que d'une part nous sommes bien proches des fêtes de Noël à la fin du trimestre, ce n'est jamais la période la plus relaxe pour des universitaires et d'autre part tu as tenu à venir alors que tu avais malheureusement dû renoncer à la conférence qui était prévue à la fin du mois d'octobre à cause d'un malheureux accident de jardinage qui t'avait mise, si je puis dire, hors service pendant quelques jours. Donc nous sommes heureux de voir que tu as triomphé des ronces et des épines des rosiers, que tu es à nouveau d'attaque et nous sommes donc avec toi, peut-être pour une 45-50 minutes de conférence, un peu plus si tu veux, à ta guise. Mais en tout cas, l'essentiel sera de garder un véritable temps de discussion à l'issue de ta conférence. Pour compléter votre information, un entretien de Blandine dans le journal Réformé, la dernière livraison, et puis le livre qu'elle a co-dirigé avec Valentine Zuber. Qui vient de sortir. Pardon. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, absolument. La nouvelle édition de la géopolitique des droits humains. L'universalisme mis au défi. Et aussi bien Blandine que Valentine Zuber sont en quelque sorte des habitués de la chair et de l'ultramar. Merci à nouveau de ta présence. Merci beaucoup et c'est vraiment pour moi toujours un grand plaisir de venir jusqu'à vous parce que les travaux de cette chaire sont à la fois passionnants, riches et pour les chercheurs qui j'allais dire, récoltent le fruit par Internet interposé, très très utile. Donc je suis ravie de contribuer à votre belle œuvre et à cette chaire tout à fait exceptionnelle dans le paysage universitaire. Alors donc, effectivement, je devais faire une présentation autour de l'influence du sionisme chrétien sur la politique, en fait sur la politique extérieure des États-Unis, et j'avais l'idée au départ de faire une petite comparaison rapide entre ce que signifiait le sionisme chrétien en contexte britannique et la manière dont il a pu aider, influencer finalement la politique méditerranéenne de l'Empire britannique et notamment la fameuse déclaration Balfour de 1917. Et puis, au fur et à mesure que j'ai eu à travailler ce sujet, parce que il y a eu, il y a 2 semaines maintenant, une table ronde, une journée d'études à Sciences Po Paris, aux séries, autour de la question du sionisme chrétien aujourd'hui, de son influence. Alors évidemment, moi j'ai parlé des États-Unis avec Célia Belin, qui a écrit un livre tout à fait remarquable sur le sujet, qui traite de la période qui va des années 90 à 2000, puisqu'elle l'a écrit en 2011, et qui s'appelle Jésus juif en Amérique. Et ensuite, les autres intervenants parlaient du développement du sionisme chrétien sur les différents continents. Et vraiment, c'était une journée très riche. Mais ce faisant, j'avais comme thème à traiter donc le sionisme chrétien, Trump et Gaza. Donc voilà, donc si vous voulez, je me suis retrouvée dans l'actualité la
la plus brûlante, et c'est pour ça que finalement la thématique de cette présentation a évolué. Donc la première idée, c'est d'expliquer que... attendez, je vérifie si ça ne vous embête pas. Voilà. Donc il faudrait que je revienne en arrière. Voilà. Mon argumentaire principal va être d'expliquer que ce qu'on va finir par appeler le sionisme chrétien a de vieilles racines qui naissent dans la réforme protestante au XVIe siècle en Angleterre, et dont la principale caractéristique est que, à ce moment-là, à travers les mouvements de la réforme protestante, une vision nouvelle du peuple juif et de sa terre promise se développe, et elle devient beaucoup plus favorable que ce qu'elle l'était évidemment dans la théologie catholique, qui est une théologie de substitution finalement du peuple chrétien au peuple juif et de disparition du peuple juif dans le dessein de la providence, tandis que là c'est une vision beaucoup plus positive qui réintroduit, si vous voulez, la légitimité du peuple juif et aussi de sa terre dans la vision théologique du protestantisme et des différentes familles du protestantisme, et aussi bien en Angleterre qu'ensuite aux États-Unis, alors à travers pas simplement le mouvement puritain, mais aussi les mouvements piétistes et les réveils évangéliques. Donc, cette vision positive a eu une dimension, on va dire, radicale, fondamentaliste, et c'est dans la radicalité du littéralisme biblique, des fondamentalistes protestants, qui se développent plus particulièrement aux États-Unis, mais qui ont leurs racines en Angleterre au XIXe siècle. La vision positive se transforme en une vision, on peut dire, parousique, qui intègre l'urgence de la fin des temps et l'urgence de la restauration des Juifs en Israël, et finalement qui se transforme en mobilisation politique à la fin du XIXe siècle. Alors, ce schéma, si vous voulez, a eu de l'influence sur la politique méditerranéenne de la Grande-Bretagne entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et donc, mon propos sera de voir jusqu'à quel point elle a eu de l'influence aux États-Unis. Alors, pour la bibliographie, il y a ce fameux ouvrage qui est le seul ouvrage de synthèse en langue française sur le sujet, de Célia Belin, Jésus est juif en Amérique. Célia Belin, qui maintenant travaille pour un think tank américain à Paris. Et nous avons un jeune chercheur qui s'appelle Laurent Tessier, qui vient de terminer sa thèse à l'École pratique de hautes études sous la direction de Valentine Zuber autour du sionisme chrétien. Alors, Laurent s'est plutôt intéressé dans sa thèse au sionisme chrétien au Canada, mais vraiment c'était une thèse remarquable et qui va être publiée. Et c'est lui qui a co-organisé le colloque à Paris. Donc le futur spécialiste du sionisme chrétien en langue française, enfin francophone, et Laurent Tessier. Moi, j'arrive à cette question, j'allais dire, dans le cadre de mon travail, parce que je travaille sur les relations entre religion et relations internationales, et notamment sur la dimension religieuse de la politique extérieure américaine. Voilà. Hein, mais je ne suis pas spécialiste du sionisme chrétien, au sens de je ne fréquente pas tous les jours la théologie des sionistes chrétiens, ni dans le détail tous leurs mouvements
et leur présence, la sociologie de ce mouvement aux États-Unis aujourd'hui. Alors, dans le parallélisme, le sionisme chrétien britannique était plutôt de tempérament restaurationniste, c'est-à-dire qu'il reste dans une dimension d'espérance, pour commencer, le retour du peuple juif, de la nation juive, dans la terre promise, en Palestine, fait partie des nouveaux éléments, on va dire, de croyance de la plupart des familles protestantes en Angleterre, mais ce mouvement restaurationniste qui s'étale sur 3 siècles est davantage de l'ordre de la croyance que de l'ordre de l'action politique, enfin que de la mobilisation ou de la tentative de pratiquement la réaliser. La dimension politique de cette tendance britannique restaurationniste, elle naît finalement au XIXe siècle à travers un certain nombre d'acteurs, dont un grand acteur dont je vais vous parler dans un instant, et conjuguée avec la proximité de ces acteurs au gouvernement britannique du milieu du XIXe siècle, on a une forme de synthèse et une forme de convergence qui se crée et qui va faire de la cause du retour des Juifs en Palestine une cause entendue par les gouvernements britanniques qui vont à plusieurs reprises se pencher sur la possibilité de sa réalisation, et cela, l'un dans l'autre, nous conduit à la déclaration Balfour de 1917 et à l'accueil de la population juive européenne en Palestine mandataire sous contrôle britannique, avec l'argument principal et répété dans les différentes étapes de la pression restaurationniste sur le gouvernement anglais, britannique, avec l'argument de la terre sans peuple et du peuple sans terre qu'il s'agissait de désormais réunir. Donc le sionisme chrétien américain, il a une spécificité propre. Alors bien sûr, sa spécificité prend ses racines en Angleterre aussi, à travers un théologien pasteur qui va prêcher aux États-Unis entre les années 1860 et 1870. Mais le sionisme chrétien américain, il a une dimension beaucoup plus fondamentaliste et une lecture qui s'appuie sur la question des fins dernières, de la fin des temps, et d'une certaine manière, il radicalise l'affinité du protestantisme en général à l'histoire du peuple juif et au royaume d'Israël. Et ce sionisme chrétien donc a agi, mais plus tardivement, et pas de la même manière bien sûr, mais agi plus tardivement comme un levain à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle pour faire en sorte que les États-Unis ne soient pas simplement en alliance politique, militaire, économique avec l'État d'Israël, mais pour que les États-Unis deviennent le bouclier de l'État d'Israël pour des raisons donc proprement théologiques. Alors, le restaurationnisme britannique a ses spécialistes, bien sûr, dont une historienne tout à fait remarquable, Barbara Tuchman, qui donc nous a dressé un panorama
de ce que peut être ce restaurationnisme britannique en liant, on retrouvera un peu la même chose aux États-Unis, en liant aussi la redécouverte du peuple juif comme nation au patriotisme britannique, à l'émergence de la notion de nation anglaise et un parallélisme qui est fait entre la nation anglaise et la nation juive, et l'Angleterre comme nouvelle terre promise, ou terre élue et bénie de Dieu, et donc la terre promise d'Israël. Donc on a toute une culture très profonde, une culture biblique, un attachement très profond aussi britannique pour Jérusalem, qui remonte pour cette autrice à l'époque des croisades, avec un mélange de légendes médiévales et d'imaginaire national. À partir du XVIe siècle, l'importance culturelle de la Bible anglaise, donc, qui permet de faire rentrer dans tous les foyers, tous les foyers britanniques, eh bien, l'histoire biblique, et l'identification aussi du peuple hébreu au peuple anglais. Donc ça, c'est une synthèse qui se fait au XVIe siècle. On a les mouvements puritains qui insistent sur la nécessité du retour à Sion, avec l'explication selon laquelle le peuple juif est lui aussi une nation, qu'il a une terre, et que l'Angleterre est appelée à la restaurer sur sa terre. Et pour Barbara Tuchman, cette nouvelle, finalement, attitude, position, posture va profondément doit être mise en rapport avec la réintégration ou la réadmission, la réintégration des Juifs en Angleterre, qui avaient été chassés du royaume d'Angleterre au Moyen-Âge, tout comme en France d'ailleurs, en Provence, dans beaucoup de pays. Et donc, la réintégration des Juifs en Angleterre, qui date du milieu du XVIIe siècle, est un effet pour elle de ce prisme nouveau. Prisme que le mouvement piétiste évangélique britannique, influencé par la naissance du piétisme en Allemagne, enfin en Germanie, dans tous les cas, que le piétisme évangélique britannique va récupérer, et avec un certain nombre de théologiens qui creusent la thématique, comme notamment Birkenstedt, Thomas Scott et Charles Simeon. Pardon, excusez-moi, je me confonds. Voilà. Et ce sionisme évangélique britannique se développe au XIXe siècle, notamment sous les efforts de Birkenstedt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, se développe comme un mouvement de pression, politique, pour autant qu'on puisse parler de ça. En tous les cas, on a un certain nombre d'acteurs qui vont faire pression pour que cette idée ou cet idéal ou cette relecture de la restauration des Juifs en Palestine devienne une réalité concrète, et qui va, si vous voulez, tirer profit de la présence des Britanniques en Méditerranée et de leur concurrence par rapport d'abord à la présence franco-russe, qui est aussi bien en Méditerranée qu'en Palestine, par une alliance avec l'Empire ottoman, qui est très souvent remise en question en Angleterre même, qui est dénoncée par un certain nombre d'auteurs, d'intellectuels et d'hommes politiques. Mais bon, l'occasion de l'alliance ottomane dans les années 1830 va permettre la militance d'un certain nombre de gens, dont Edward Birkenstedt, pour convaincre les Ottomans de céder des terres aux Juifs industrieux d'Europe en Palestine. Et nous avons, à cette époque-là, l'engagement personnel d'un haut fonctionnaire, Lord Shaftesbury, qui est président d'une association sioniste, la British and Foreign Bible Society, qui est un évangélique millénariste et qui a surtout comme beau-père
eh bien, Lord Palmerston, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Empire britannique de 1830 à 1851, et toute une correspondance dans laquelle il défend ce projet d'implanter, de réimplanter la population juive européenne en Palestine pour aussi conforter la présence anglaise à Jérusalem. Alors, l'effort auprès des Ottomans ne va jamais aboutir. Mais cette idée sioniste religieuse va trouver un rebondissement du côté allemand à la fin du siècle, avec un pasteur qui est d'ailleurs un pasteur anglo-allemand qui va aider Theodor Herzl, qui n'est pas du tout religieux, mais qui donc lance le projet sioniste et cherche à convaincre de ce projet un certain nombre de gens, donc qui va servir de passerelle pour présenter le projet de restauration d'un État juif aux plus hautes autorités allemandes qui, à un moment donné, vont être très intéressées par l'idée, pour elles aussi, fabriquer un pont d'influence de l'empire allemand dans cette région. Bien, alors, tout ceci va conduire les sionistes chrétiens britanniques à plusieurs actions, dont notamment, on retrouve la même chose aux États-Unis, la défense des juifs russes à partir des années 1880, et une pétition qui est faite par un certain nombre d'acteurs dans le Times en faveur de la défense des juifs russes, pétition dont on retrouvera l'équivalent en 1889 aux États-Unis, et beaucoup de personnalités britanniques vont défendre la cause juive en Palestine, parmi un certain nombre de grands acteurs, notamment au sein du gouvernement. Alors, la présence des sionistes chrétiens se retrouve à la grande conférence de Bâle de 1897, avec l'objectif conjoint de donner un foyer au peuple juif en Palestine qui serait garanti par le droit public. Et quand l'Angleterre met fin à son alliance ottomane en 1914, et en grande partie liée avec la question arménienne et la constitution d'une alliance allemande de la part des Ottomans, eh bien, cela aboutit en novembre 1917 à une déclaration écrite de Lord Balfour à Lord Rothschild qui a une d'immenses conséquences, comme vous savez, puisque cette déclaration propose l'établissement d'un foyer juif en Palestine. En tout cas, la part du sionisme chrétien dans cette déclaration, elle n'est pas directe, elle est celle d'une influence culturelle sur le long terme. Et quand on regarde dans le détail les justifications qui sont ensuite données du mandat que les Anglais obtiennent sur la Palestine en 1920, les vraies motivations anglaises vont être plutôt des motivations réalistes et géopolitiques, de contribuer par ce mandat à verrouiller l'accès de Suez, et en favorisant le peuplement juif de Palestine, de créer une autre, je cite, Ulster juive loyale. Donc les suites de la déclaration Balfour, vous les connaissez, donc je vais peut-être me dépêcher sur cette question. Toujours est-il la déclaration Balfour a contribué donc à définir la politique mandataire sur la Palestine de la Grande-Bretagne pendant toute l'entre-deux-guerres, avec la mise en place, le fait de favoriser progressivement l'implantation
d'une population juive d'origine européenne à l'intérieur du mandat palestinien, de sorte que quand les Britanniques quittent la région, quittent cet espace et rendent leur mandat après la Seconde Guerre mondiale, la présence de la population juive en Palestine a décuplé. A décuplé. Alors en face, le sionisme américain n'a pas exactement la même coloration ni la même histoire. Entre la fin du 19e siècle et le 21e siècle, vous avez plusieurs auteurs américains, bien sûr, plusieurs universitaires qui ont travaillé sur ce phénomène. Là, la littérature en langue anglaise est assez abondante. Je vous cite un de ces auteurs, Samuel Goldman, God's Country, Christian Zionism in America, qui est assez récent, qui date de 2018. Mais les connaissances et les recherches sur cette question-là sont fréquentes, sont renouvelées aux États-Unis, et donc on a à notre disposition quand même un grand nombre de ressources. Alors, le sionisme américain le sionisme religieux américain, chrétien américain, a des racines voisines de ce qui s'est passé en Angleterre. Donc on a une diffusion du restaurationnisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à la fois originelle et assez large dans pratiquement tous les courants protestants américains, et qui va être approfondie dans les courants évangéliques. Et les auteurs insistent beaucoup sur la synthèse qui se fabrique, notamment par les puritains de Nouvelle-Angleterre, une synthèse analogique entre la présence des colons sur ce nouveau territoire et le fait que ces nouveaux colons donc sont comme l'avant-garde du peuple, du nouveau peuple, de la nouvelle Israël en alliance avec Dieu, et donc en analogie aussi la connaissance et la culture très profonde que les puritains ont de l'histoire biblique et du peuple juif et du peuple hébreu, et une analogie qui fabrique l'identité, la première identité nationale des futurs États-Unis, de sorte que quand nous arrivons à la période du 19e siècle, on retrouve ces éléments d'analogie, terre promise, peuple choisi ou peuple élu, et le fait de devoir finalement conquérir une terre promise de toute éternité. Et donc on a ce grand mouvement qu'on appelle de la destinée manifeste entre les années 1830 et 1850, qui justifie par la volonté expresse finalement de Dieu, qui justifie l'expansion territoriale de la nation américaine au-delà du Mississippi, dans les terres de l'Ouest, qu'elles soient occupées, pas occupées. De toute façon, les colons légitimes de cette terre sont ceux que les États-Unis à la fois accueillent et envoient, avec une conquête territoriale qui doit aller jusqu'à l'océan Pacifique. Donc la notion de destinée manifeste est complètement liée, j'allais dire, à cette culture analogique d'une corrélation entre la terre américaine et la terre promise, les deux étant bibliques. Alors, au XIXe siècle, comme je vous le disais, le sionisme eschatologique, parousique des fins dernières, qui commence à se développer, est lié à la prédication d'un
pasteur qui est à la fois évangélique et millénariste et qui est britannique, qui s'appelle John Nelson Darby, et qui met en place la théorie dite, le terme est un peu barbare, du dispensationalisme. Le dispensationalisme, je ne vais pas vous raconter dans le détail ce que c'est, pour être plus rapide et de manière plus facile, on parle aussi du darbisme. Hein, donc c'est une théologie spécifique dans laquelle, grâce à la Bible qui recèle beaucoup de signes, beaucoup de prophéties, on est capable de comprendre que la fin des temps est proche, que le jugement dernier arrive et que ce jugement va être prodigué par le Christ, mais dans la théorie dispensationaliste, eh bien, le Christ revient sur terre. Il revient sur terre. C'est ce qu'on appelle le deuxième avènement. Alors là, on est très très loin, j'allais dire, de la théologie catholique et j'allais dire d'une lecture traditionnelle de la fin des temps. Mais dans cette lecture dispensationaliste, le retour du Christ annoncé est précédé par un certain nombre d'autres épisodes plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux, mais parmi ces épisodes qui sont nécessaires au retour du Christ, il faut que le royaume d'Israël biblique soit reconstitué. Ça fait partie des nécessités et des conditions, mais écrites de toute façon, qui finissent par advenir, écrites et qui doivent s'accomplir pour que le Christ revienne sur terre et il se réinstalle concrètement dans la royauté du royaume de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de millénarisme, il va y régner temporellement pendant 1000 ans avant la fin du temps et le jugement dernier. Donc, ces théories ont beaucoup de succès. Parmi un certain nombre d'églises protestantes, les presbytériens, les réformés, les baptistes, pas les méthodistes, curieusement, parce que les méthodistes anglais ont été impressionnés par cette théologie. En tous les cas, John Nelson Darby diffuse une nouvelle théologie qui s'apparente aujourd'hui, c'est une théologie fondamentaliste, littéraliste, c'est une lecture biblique, textuelle, avec aussi l'idée que Dieu agit tous les jours dans la vie des nations. Mais la première diffusion du darbisme est une diffusion apolitique. Alors, on change de fusil d'épaule, où on avance encore dans l'évolution de cette histoire, avec les disciples de John Nelson Darby, qui, eux, auront une vision politique de cette croyance et de cet avènement, du moment très proche de la fin des temps, qui voit à la fois la reconstitution du royaume d'Israël et le retour du Christ, et qui vont faire que finalement le chrétien darbiste va être motivé, va s'engager à ce que le royaume d'Israël se reconstitue le plus vite possible, et ce qui va donner comme résultat politique de militer pour la création de l'État d'Israël. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Walter Russell Mead. Il vient de sortir un livre qui s'appelle The Ark of Covenant, dans lequel The US, Israel and the Fate of the Jewish People, dans lequel il explique magnifiquement, c'est un grand historien des relations internationales, il explique magnifiquement cette analogie entre la culture nationale américaine et
l'histoire biblique, hein, et la confusion finalement entre Israël et les États-Unis comme peuple élu et terre promise. Et il explique finalement que cette proximité, alors que ce n'est pas exactement le sionisme chrétien qu'on est en train d'étudier, mais qu'il y a une proximité culturelle extrêmement profonde des États-Unis avec Israël, qui fait partie de la psyché américaine, qui fait partie de son identité nationale. Ce que dit un peu Edward Said, dont nous avons parlé tout à l'heure avec des étudiants de l'Institut, Edward Said, qui explique que ce qui se passe en Israël et en Palestine fait partie de la politique intérieure des États-Unis et pas de sa politique internationale. En tous les cas, pour en revenir à la cause sioniste, dispensationaliste, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, nous avons un disciple de Darby qui s'appelle William Blackstone, qui va se mettre au service de cette cause de la création d'un État juif et qui mêle étroitement, d'après les auteurs qui ont travaillé sur lui, patriotisme et sionisme. Il va être à l'origine d'une pétition qui s'appelle Palestine for the Jewish en 1891, et on l'appelle aussi le Blackstone Memorial. Donc ça, c'est une photo de M. Blackstone. Et cette pétition, c'est une pétition pour la création d'un État juif en Palestine, signée par 400 des Américains les plus influents, avec dans cette déclaration l'idée qu'il fallait que les États-Unis, que le gouvernement des États-Unis s'engage à deux choses. S'engage à dénoncer la persécution des Juifs en Europe, et notamment des Juifs russes, puisque c'était eux qui, à ce moment-là, subissaient les pogroms du gouvernement impérial russe, et que les États-Unis s'engagent, alors ça c'était sous le président Harrison à la fin du 19e siècle, s'engagent à proposer ou à aider au transfert des Juifs russes persécutés en Palestine, première idée. Et ensuite, deuxième idée, qui va être redéveloppée au début du XXe siècle, il fallait que le gouvernement des États-Unis appuie le projet, pas simplement d'un foyer juif en Palestine, mais appuie le projet d'un État juif en Palestine. Et c'est ainsi qu'on retrouve Blackstone à l'origine d'une deuxième pétition, ou d'une deuxième déclaration, d'un deuxième memorial pendant la Seconde Guerre mondiale, demandant au président Woodrow Wilson, de soutenir le projet de la déclaration Balfour de 1917. Et avec monsieur Blackstone, vous avez aussi les premiers organisateurs du sionisme américain, enfin les premiers sionistes américains qui ne sont ni chrétiens ni religieux, et qui vont accompagner Blackstone dans sa démarche auprès du président des États-Unis. Voici l'extrait du Blackstone Memorial que j'ai traduit. Pourquoi ne pas leur rendre la Palestine à nouveau? Donc ça, c'est le premier projet, hein, la première pétition de 1891. Selon la répartition des nations par Dieu, c'est leur maison, une possession inaliénable dont ils ont été expulsés par la force. Sous leur culture, c'était une terre remarquablement féconde, soutenant des millions d'Israélites qui labouraient industrieusement et ses collines et ses vallées. Ils étaient agriculteurs et producteurs, ainsi qu'une nation de grande importance commerciale, le centre de la civilisation et de la religion. Pourquoi le pouvoir qui, en vertu du traité de Berlin en 1878, a donné la Bulgarie aux Bulgares et la Serbie aux Serbes, ne redonnerait-il pas maintenant la Palestine aux Juifs? Nous croyons que c'est le moment approprié pour toutes les nations, et en particulier les nations chrétiennes d'Europe, de faire preuve de bonté envers Israël. 1 million d'exilés, donc c'était les Russes, par leurs terribles souffrances, font appel à notre sympathie, à la justice et à l'humanité. Rendons-les à la terre dont ils ont été
cruellement spoliés par nos ancêtres romains. Donc là, on a un ensemble d'arguments narratifs qui vont être utilisés ensuite de manière très régulière pendant les décennies suivantes. Cependant, après cette période de pression qui a été assez intense, on ne voit pas que les sionistes chrétiens du genre de Blackstone, donc les dispensationalistes, millénaristes, aient eu beaucoup d'influence, à la fois sur le monde évangélique non fondamentaliste et a fortiori sur la politique américaine, à partir du moment où l'État d'Israël est créé à la fin des années 40. Donc on a là, pour affirmer ceci, beaucoup de recherches, dont notamment l'histoire retracée par Walter Rüsselmid du livre que je vous ai montré tout à l'heure, The Ark of Covenant, qui est vraiment un livre remarquable. Remarquable. Je vous conseille de le lire. Il n'est pas encore traduit en français. Je pourrais le faire. Qui vraiment, c'est un travail remarquable. Et très clair, très éclairant. On comprend beaucoup de choses. Et c'est finement expliqué. C'est pas du tout manichéen. C'est vraiment brillant. Et il explique qu'il y a effectivement des comités sionistes qui s'organisent dans l'entre-deux-guerres et qui sont financés par des organisations juives sionistes, mais les militants, en tous les cas aux États-Unis et au Canada, sont des militants chrétiens, sont des sionistes chrétiens qui servent à influencer les élites, mais nous n'avons pas retrouvé trace d'une influence directe au moment des négociations autour de la création de l'État d'Israël et du partage entre l'État d'Israël et l'État de Palestine. Et même si, effectivement, on a dans le détail la manifestation d'une très grande sympathie du président Truman pour la naissance d'un État juif, on a parallèlement une position du département d'État américain qui va être assez constante pendant les 30 années qui suivent, de très relatif intérêt, ou en tous les cas d'absence de soutien clair, de non-implication donc des États-Unis dans le développement de l'État israélien et dans ses différents conflits avec ses voisins arabes. Qui plus est, on dispose d'une recherche faite par un historien de l'école pratique de hautes études qui s'appelle Sébastien Fath et qui a écrit au début du XXe siècle un très beau texte sur le rôle géopolitique des évangéliques face à Israël et qui explique très bien que pendant ces mêmes années, les évangéliques eux-mêmes, qui aujourd'hui sont, j'allais dire, les très impliqués dans la défense de l'État d'Israël, pour toutes les raisons que nous allons maintenant travailler. En tous les cas, dans les années 50 et les années 60, ils ne sont pas du tout, entre guillemets, sionistes. Ils considèrent parce que les évangéliques ont fait beaucoup de missions au XIXe siècle et au XXe siècle au Proche et au Moyen-Orient, et donc ils ont une proximité affinitaire avec les chrétiens palestiniens, avec toutes les missions qui ont été faites dans cette région pendant le mandat britannique, et ils considèrent que l'État d'Israël qui venait de se constituer était hostile aux chrétiens, et hostile aux chrétiens palestiniens. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas, si vous voulez, dans la majorité évangélique américaine, de réel soutien pour l'État d'Israël, d'autant que nous avons tout un débat aussi au sein du département d'État pendant les années 60 et 70 autour de la nucléarisation d'Israël, autour de sa politique militaire préventive, des avertissements nombreux, notamment en 1973,
Donc on n'est pas dans une période de proximité ni religieuse ni géopolitique entre Israël et les États-Unis jusqu'aux années 70. Alors, pendant cette période, il y a effectivement un soutien indéfectible des sionistes chrétiens à la création de l'État d'Israël et à Israël dans les guerres israélo-arabes. Et ils participent à la constitution du premier lobby sioniste américain, l'EPAC, qui n'est pas d'origine chrétienne, mais qui va collaborer avec eux quasi immédiatement au début des années 60. Mais en même temps, j'insiste, ils ne sont pas écoutés et entendus. Donc on arrive là ensuite à une deuxième période de plus grande influence dans les années 1970 qui est liée à plusieurs facteurs qui concordent en même temps. Et ces facteurs qui concordent, finalement, si j'essaie de synthétiser ce que je veux dire, ils vont aller de décennie en décennie en concordant de plus en plus. Et en concordant de plus en plus, ils vont aller aussi en se radicalisant. C'est-à-dire que la situation qu'on trouve au début des années 70 va pas être la même que celle qu'on va trouver au début des années 2010 ou au milieu des années 2010 avec la constitution de ce qu'on appelle le nationalisme chrétien sous Donald Trump, là qui va encore aggraver les chances. Alors, cette période, elle se caractérise d'abord par un rapprochement entre Israël et les États-Unis, un rapprochement militaire à partir des années 1980, lié aux transformations et tribulations de la guerre froide, mais un rapprochement qui reste toujours problématique, puisqu'on a encore, sous Bush père, donc entre les 89 et 90, un certain nombre d'accrochages entre l'État, l'État israélien et les États-Unis, qui montrent que c'est un rapprochement qui n'est pas encore terminé et qui n'a pas encore, j'allais dire, de connotation religieuse. En même temps, il y a eu auparavant la présidence de Jimmy Carter. Alors Jimmy Carter, si j'essaie de définir son attitude, je dirais que c'est une attitude après laquelle finalement tout ce que je vous raconte est en train de basculer. C'est-à-dire que Jimmy Carter est un évangélique, un démocrate évangélique extrêmement pieux, extrêmement dévoué à sa propre congrégation, qui va prendre à bras le corps la question de la paix entre Israël, ses voisins et les Palestiniens, avec une perspective qui est une perspective religieuse. Donc, il fait ces négociations, pour lesquelles il aura d'ailleurs un prix Nobel. Il fait ces négociations de Camp David avec, en arrière-plan personnel, une vision qui est fondée religieusement dans sa propre piété évangélique. Et sa vision concorde avec la diplomatie américaine qui est officiellement celle des États-Unis jusqu'au... Enfin, en tous les cas, qui reste celle des États-Unis pour les démocrates et qui reste générale entre démocrates et républicains jusqu'au début des années 2000. Il a une vision de défense du partage équitable, territorial entre l'État d'Israël et l'État palestinien à venir et à construire, donc avec l'idée qu'il faut faire justice de la création d'un État palestinien, et une vision générale encore extrêmement bienveillante de la parenté spirituelle de tous les enfants d'Abraham. Donc, on doit, dans la négociation,
la négociation entre Arabes et Juifs à l'intérieur, à l'extérieur d'Israël doit reposer sur la fraternité abrahamique. Et chez lui, c'est pas une comment dire, une figure de style, c'est pas un effet de manche, c'est vraiment une conviction extrêmement profonde. Mais l'évangélisme et la relation que cet évangélisme a avec Israël et avec la Palestine, c'est comme un moment d'équilibre après lequel les choses se transforment. Et dans la transformation, vous avez évidemment la constitution de ce qu'on appelle la droite chrétienne américaine, qui s'enracine à la fin des années 70, dans les années 80, à travers différents mouvements. Et dans ces mouvements, les évangéliques sont en cheville avec les fondamentalistes et avec des catholiques conservateurs. Et dans ce mouvement, cette droite chrétienne cherche à pénétrer le Parti républicain, ce qu'elle va réussir à faire progressivement, de sorte qu'on va se retrouver au début du XXe siècle avec un Parti républicain qui se dit chrétien, donc sur fond d'alliance militaire et d'aide économique des États-Unis à Israël. Donc on rentre là dans un temps de banalisation des thèses qu'on pourrait appeler sionistes chrétiennes dans le pot commun du Parti républicain, après les années 70, et après aussi la réémergence, véritablement, historiquement, la réémergence du sionisme chrétien parousique, millénariste, correspondant aussi à de nouveaux best-sellers qui sont écrits sur la fin des temps, la naissance des premières organisations évangéliques pro-Israël qui se mettent en place. Alors, tout ça se cristallise, comme dirait Stendhal. C'est la cristallisation, ça se cristallise. Et nous avons, dans les années 90, des revendications à la fois évangéliques, mais de tempérament sioniste chrétien également, qui pénètrent donc le Parti républicain avec des élus républicains qui reprennent les argumentaires de ces organisations. Et ceci se produit après la fin de la guerre froide, à un moment d'unipolarité américaine, mais aussi au moment où commence à se développer la théorie du choc des civilisations, du choc de l'Occident contre l'islam. Tout ceci favorise un changement de regard très profond de la part notamment de la population évangélique et des électeurs de la droite chrétienne, un changement de regard sur les Palestiniens, qui vont être confondus avec les terroristes islamistes, mais le phénomène avait déjà un peu commencé dans les années 80, c'est la création du Hamas, voilà, les intifadas, le début des attentats kamikazes. Donc on a progressivement une mauvaise opinion qui s'installe sur les Palestiniens, et avec cette notion de guerre des civilisations, on voit apparaître également le thème ou l'argument de la civilisation judéo-chrétienne, qui finalement rassemble ceux qui doivent se soutenir face donc à un islam agressif. Je rappelle aussi que pendant toute cette période, Al-Qaïda se développe, se médiatise, et que le fond du discours d'Al-Qaïda, c'est quand même donc la collusion des croisés et d'Israël, donc de cette, comme dirait Vladimir Poutine aujourd'hui, de cet Occident global dont Israël est la tête de pont dans le monde arabe, et qu'il va s'agir de détruire comme étant là aussi un combat d'ordre spirituel. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, ce qu'on constate aussi dans les années 90, c'est que les thèses millénaristes finissent par rentrer au sein de réseaux évangéliques qui sont conservateurs, mais qui sont normalement pas fondamentalistes. Elles commencent à rentrer aussi
au sein de mouvements qui sont pentecôtistes. Bon, bref, il n'y a pas simplement des organisations sionistes militantes, chrétiennes militantes, vous avez aussi une tonalité, une lecture, une texture au sein de certains réseaux évangéliques, comme notamment la Convention baptiste du Sud, qui va être hyper militante toujours et désormais pour l'État israélien d'abord et avant tout. Donc, après les attentats de 2001, tous ces phénomènes dont je vous parle continuent de se mélanger, de s'entremêler. Et nous avons, après les attentats de 2001, comme un effet de cause à effet, nous voyons apparaître différents éclairages qui nous renseignent un peu, des déclarations négatives envers les Palestiniens qui commencent à se répandre parmi les élus républicains, voire le début de ce qu'on pourrait appeler la négation de leur existence. Donc, Mike Huckabee, qui est alors gouverneur de l'Arkansas, se fait connaître parce que c'est un évangélique fondamentaliste très, très fervent, créationniste, enfin, il fait des parcs à thème dans son Arkansas. Bon, c'est une personnalité. Alors, je vous parle de lui dès maintenant parce que c'est lui qui est pressenti pour être le futur ambassadeur des États-Unis en Israël. 5 minutes ? Aïe, aïe, aïe. Donc, attitude négative vis-à-vis des Palestiniens, voire négation de leur existence. Il n'y a pas de peuple palestinien, ça c'est quand même. Attitude négative parmi les élus républicains devant le retrait israélien de Gaza en 2005. Et certains d'entre eux, notamment Pat Robertson, qui dira à la mort d'Ariel Sharon en 2006 enfin pas à la mort, enfin après l'hémorragie cérébrale, qu'il a été puni parce qu'il a cherché à diviser la terre de Dieu. On a la militance d'un groupe qui s'appelle le Christian United for Israel à partir de 2006, qui devient le groupe sioniste chrétien le plus agressif et le plus médiatique et le plus sur la scène américaine, dont le pasteur principal, Hagee, devient une véritable... une figure publique qui continue aujourd'hui à se faire entendre. Et ce groupe-là a des liens forts avec un caucus de la Knesset israélien qui s'appelle le Christian Allies Caucus, dont on arrive à suivre l'historique. Et aussi, après la période Bush 2, la période de Barack Obama, durant laquelle on voit que les organisations sionistes chrétiennes et un certain nombre d'élus républicains sont vent debout contre l'accord nucléaire que Barack Obama cherche à signer avec l'Iran, mais avant comme après sa signature, une très très grande virulence contre cet accord. Et la déclaration faite par le président du Christian United for Israel que Barack Obama a été le président le plus antisémite de toute l'histoire. Donc on arrive à la période contemporaine de Donald Trump où se cristallise un nouveau mouvement politique qu'on appelle le nationalisme chrétien. Et c'est un peu donc le rassemblement des forces qui ont soutenu Donald Trump et certains auteurs qui ont travaillé sur cette notion de nationalisme chrétien. Et à l'intérieur du nationalisme chrétien, vous retrouvez cette tendance sioniste tout à fait vivace. Donc, les thèses qui sont avancées au sein de la synthèse nationaliste chrétienne sur la lecture qui est faite de la relation des États-Unis à Israël et la lecture de ce que doit être Israël dans l'avenir et la défense qui doit être prise par les États-Unis d'Israël, ce sont des thèses qui sont de plus en plus fondamentalistes et prises au sein du sionisme évangélique. Donc il y a une nouvelle vulgate qui se met en place à partir de Donald Trump qu'on retrouve dans les arguments utilisés pendant la mandature de Trump 1,
et pas simplement les propos, mais aussi les faits, et dans les faits, la manière dont ces faits sont justifiés par les républicains qu'on pourrait appeler nationalistes et chrétiens. D'abord, on peut considérer que la question de la négociation de paix autour de la solution à deux États a complètement disparu et n'a jamais été évoquée pendant cette présidence. Ensuite, on retrouve l'idée que le territoire d'Israël a été fixé par Dieu dans des frontières qui ne sont pas encore celles que l'État a aujourd'hui, mais que finalement il n'y a pas de territoire occupé, il n'y a pas de peuple palestinien, que tous les espaces qui vont jusqu'au Jourdain et jusqu'à l'Égypte sont la terre promise du royaume éternel d'Israël, et cela se retrouve au moment de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, au moment de la reconnaissance de l'annexion du Golan comme terre juive. Donc, ces deux reconnaissances ont été justifiées par le secrétaire d'État Mike Pompeo dans différents journaux comme étant à la fois d'abord le signe que toutes ces terres sont des terres qui appartiennent à Israël, qu'il n'y a pas de territoire occupé, et que la naissance et l'État d'Israël sont la volonté de Dieu. Donc ça, il le répétera à plusieurs reprises pendant le mandat de Donald Trump. Pas de territoire occupé, de sorte que le plan de paix qui a été, entre guillemets, tenté entre les émissaires de Trump et le gouvernement d'Israël, eh bien, est un plan de paix qui n'aboutit pas au bout de 2 ans, puisqu'il n'y a même pas eu d'intermédiaire palestinien. Donc c'est un plan unilatéral qui n'a pas abouti, mais qui a montré une chose aussi, c'est que pendant la période de Trump 1, il n'y a pas eu de relation diplomatique ou de reconnaissance de l'existence de l'autorité palestinienne, puisque comme l'autorité palestinienne a critiqué, plus que fermement critiqué, a rompu ses liens avec le gouvernement américain après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État israélien, eh bien, les États-Unis ont répondu, si vous voulez, par le fait de couper toute leur aide financière et alimentaire à l'autorité palestinienne. On a un dernier élément aussi qui apparaît sous le mandat de Donald Trump 1 au sein d'un certain nombre de soutiens républicains nationalistes chrétiens, qui est de vouloir, d'être partisan de la reconstruction du temple de Jérusalem sur l'esplanade, donc à la place de la mosquée Al-Aqsa, et le speaker républicain de la Chambre depuis 2023 est allé visiter, à la demande d'une association juive qui milite pour la reconstruction de ce temple, juif fondamentaliste, eh bien, est allé manifester sa solidarité en se promenant sur l'esplanade du Mont du Temple. Donc on retrouve une activité médiatique très forte de la part des sionistes chrétiens américains après les massacres du 7 octobre, au moment de la riposte israélienne dans Gaza. Donc le point de vue des sionistes chrétiens et des républicains évangéliques a toujours été, tout le long de cette année, de considérer que le lien des États-Unis à Israël est indéfectible, c'est une alliance inconditionnelle, qu'Israël a la légitimité la plus totale à se défendre par tous les moyens, que le Hamas est une organisation terroriste, mais pas simplement terroriste, qu'elle est diabolique, parce qu'un certain nombre de sionistes chrétiens avancent l'argument que cette guerre de riposte, en fait, est le début du commencement de la bataille d'Armageddon, de la bataille spirituelle d'Armageddon. Donc, s'il y a des forces du bien derrière, que Dieu est derrière Israël pour la défendre, et que donc en face il y a les forces des mauvaises puissances, eh bien les Palestiniens n'ont pas gain de cause du tout auprès des sionistes chrétiens, et ils sont malheureusement diabolisés dans leur discours public.
Dernière idée, c'est que la victoire d'Israël sur tous ses ennemis est écrite et qu'elle va advenir. Voilà, donc nous en sommes là aujourd'hui de la victoire de Donald Trump et de la continuation possible de cette lecture religieuse assez unilatérale dans la relation des États-Unis avec Israël. Donc parmi les hypothèses, d'abord, vu la nature des futurs interlocuteurs du dialogue, ou des relations, on peut se poser des questions, notamment Mike Huckabee, nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. On sait les positions de Mike Huckabee. Il est pour les frontières du Grand Israël. Il n'a aucune sympathie ni aucun intérêt vis-à-vis de la situation des Palestiniens. Voilà, est-ce que ça va signifier que pendant la nouvelle mandature, il n'y aura pas de réaction américaine si jamais il y avait une annexion de Gaza ou de la Cisjordanie, voire du Liban Sud, comme certains sionistes religieux en Israël le réclament. Est-ce qu'il y aura aussi, comme on a entendu, une absence de réaction des États-Unis vis-à-vis d'un projet de déplacement de la population gazaoui vers l'Égypte? Donc vous avez tout un ensemble de questions et d'hypothèses qui se posent. Le pire n'est jamais sûr, hein, et il est peut-être que de tout ça ce sont des divagations hypothétiques, mais voilà, on peut se poser des questions sur ce que va être la politique israélienne de ce gouvernement, avec toute cette histoire que j'ai essayé de vous raconter, malheureusement trop longtemps, à la fois de manière trop longue, mais en même temps tellement courte par rapport à la richesse de ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Blandine. Je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que les événements actuels sont adossés à un arrière-plan historique, hein, qui reste extrêmement prégnant. Donc je pense que ce détour était tout à fait nécessaire. Je pense que préfères-tu prendre des questions par deux ou trois Allez. Oui, on va y aller. Si Petite formalité avant, je vais peut-être récupérer le chargeur. Ah oui. En vous remerciant vraiment chaleureusement, parce que les billes de train sont dans mon téléphone. Merci. Merci beaucoup. Donc un micro va passer. Qui souhaite Merci beaucoup. Votre exposé est extrêmement éclairant. J'essaie d'enseigner moi-même les facteurs religieux dans ces relations internationales, plus largement que la Palestine et que le Moyen-Orient, mais j'ai énormément reçu et je vous en remercie. Ma question est la suivante. Est-ce que vous voyez des chances d'une sorte de dépassement du fondamentalisme dans les trois camps, chrétiens, musulmans et juifs? Et est-ce qu'il y a des débuts d'alliance entre des cercles plutôt libéraux qui ne lisent pas les textes comme à la lettre, comme vous disiez, ou de façon effectivement fondamentaliste? Est-ce qu'il y a des chances? Est-ce qu'il y a des alliances possibles ou des discussions ou des débats? Et peut-être à l'inverse, est-ce qu'entre milieux fondamentalistes et non fondamentalistes, il y a un début d'écoute? Merci beaucoup. Y a-t-il tout de suite une autre question ou on laisse Blandine répondre? Merci, je profitais de ma première soirée à l'Institut pour poser une question. J'ai grandi dans les années 70 au Canada. Mon impression a toujours été que les États-Unis étaient alliés
avec Israël de manière très très forte. Et ça me fait beaucoup réfléchir ce que vous avez dit. Je note évidemment une forte radicalisation. Mais il y a tout un autre pan aussi du rapport à Israël qui est incarné par Biden. Et je ne sais pas si on peut nous lier ces mouvements de pensée, ces courants de pensée qui se terminent avec cette génération-là de Biden. Mais c'est un peu le changement de la nature de la solidarité avec Israël. Et du coup, ma question est donc double. Si vous pouvez raccrocher cette amitié avec Israël qui était pas sur des bases religieuses, en fait, ou implicites, on pourrait dire, et ensuite ce que vous pensez, votre analyse de la présidence Biden et de son soutien à Israël qui lui a été reproché depuis le 7 octobre. Merci. Alors, j'essaie de répondre à ces deux questions. Qui sont des questions redoutables, surtout la première. C'est-à-dire, effectivement, on se retrouve devant des fronts fondamentalistes des trois côtés, comme vous l'avez dit, des trois côtés. Mais malheureusement, non, je ne sais pas comment le dire. Je pense qu'on est arrivé très, très concrètement, très physiquement, très matériellement au bout de cette logique. Et le soutien américain, donc s'il est absolument fondamental pour que l'État d'Israël continue dans sa politique jusqu'au boutiste, c'est un soutien qui est quand même extrêmement contesté désormais par la communauté internationale, par la majorité des opinions publiques, qu'elles soient occidentales ou pas. On a... j'ai l'impression un phénomène, c'est de la chance que ce phénomène aboutisse, un phénomène d'affirmation, de persuasion qu'il faut que on dépasse ces acteurs, les acteurs locaux et leur enfermement dans une lecture fondamentaliste, qu'on mette ensemble des diplomates raisonnables pour travailler sur ce sujet-là, en fait que la communauté internationale réussisse à s'interposer pour fabriquer des négociations qui sinon ne seront pas menées. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est que effectivement la politique des États-Unis, telle qu'on peut l'entrevoir sous Trump 2, n'est pas non plus définitive. C'est-à-dire que on a affaire là à finalement une conjoncture, une cristallisation. J'ai utilisé ce terme la dernière fois, mais cette cristallisation, elle peut se dissoudre à travers un changement politique qui peut être lui aussi rapide, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout certain que M. Trump se survive longtemps, ni que le prochain gouvernement soit un gouvernement qui soit sous la pression de groupes et de lobbies fondamentalistes. Donc, si vous voulez, dans l'état actuel, il peut y avoir des négociations. Il y a des gens qui, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, d'ailleurs, ne sont pas du tout sur ces lignes-là. Vous avez d'autres pays qui cherchent, j'allais dire comme la France, à trouver une solution internationale à tout ce qui se passe en Israël. Donc, je ne suis pas pessimiste sur le long terme. Mais sur le court terme, il n'y a aucune chance
que des gens imprégnés d'une lecture fondamentaliste de la situation, des trois côtés, puissent baisser les armes, rendre devenir mutuellement raisonnables. C'est pas possible. Et puis il y a trop d'enjeux de territoire, et ça devient inextricable quand le territoire est considéré comme sacré. Voilà, ça devient inextricable. Donc, personnellement, je ne suis pas diplomate, mais je ne pourrais pas creuser. Il me semble que ce n'est pas possible de creuser un sillon dans ce croisement d'attitudes ou de lecture fondamentalistes. On vient de passer 2 ans. Vous savez, le Collège des Bernardins à Paris, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on a fait un séminaire là-dessus, et on va faire un collectif sur cette question-là, sur la chance, sur le potentiel pacifique des religions en Méditerranée, avec comment dire, ce trou noir contraire, avec cette proposition, dire est-ce que des acteurs religieux peuvent être des artisans de paix au Proche-Orient. Donc les avis des gens qui ont participé à ce séminaire et qui vont écrire dans ce collectif sont extrêmement partagés. Voilà. Parce qu'il y a des acteurs aussi, bien sûr, de la coexistence, bien sûr, aussi. C'est pas ce qu'on entend immédiatement, mais ils existent et ils travaillent. Hein. Oui. Et, pardon, je vais terminer avec la question de monsieur. Je dirais que Joe Biden, il est finalement dans la tradition démocrate qui a commencé à être établie avec sa dimension de proximité à la fois affective et analogique entre les États-Unis et Israël, donc qui a une dimension religieuse et qui n'est pas qui est favorable à l'alliance, ou en tous les cas qui la considère comme logique, ou comme logique. Donc, mais qui en même temps n'empêche pas, n'a pas, entre guillemets, d'hostilité envers les Palestiniens et envers la nécessité d'arriver finalement à un État palestinien. Vous voyez ? Donc c'est ce qu'on appelle la diplomatie des deux États. Et l'objectif, on négocie la paix et à terme, on essaie de mettre en place un État palestinien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tradition diplomatique vis-à-vis d'Israël des démocrates, et Joe Biden est sur cette liste, enfin sur cette ligne-là. Est-ce qu'elle est en train de disparaître, cette ligne-là? Je ne sais pas. En tous les cas, il a déclaré il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière que il était sioniste, mais il l'a dit pour dire les États-Unis sont proches du peuple juif et d'Israël parce que nous sommes américains. Voilà. Enfin, sans avoir besoin de plus l'expliquer, mais j'insiste bien, cette tradition-là, qui a aussi sa dimension religieuse, elle n'est pas... elle considère la situation des Palestiniens et elle cherche à la faire aboutir. Voyez, donc de ce point de vue, on peut dire que aussi bien les démocrates que les républicains ont une sympathie pour Israël, pour la population juive d'Israël, mais en même temps, on voit ensuite qu'il y a une séparation de plus en plus grande sur le lien entre les États-Unis et Israël, qui devient un lien
indéfectible. J'ai lu cet été un article écrit par Newt Gingrich. Vous voyez qui c'est? Tout à fait. Tout à fait. Et dans lequel il expliquait, il disait attention, ne vous y trompez pas. Le sort d'Israël, c'est le sort des États-Unis. Voilà. Donc, chez les démocrates, il n'y a pas du tout cette idée que le sort des États-Unis est lié au sort d'Israël. Voyez. Donc, il y a des différences de plus en plus importantes d'interprétation entre les deux partis. Et il me semble que au sein du Parti républicain, désormais, la solution à 2 États n'est plus défendable, ou n'est plus défendue. Voilà. Yves? Je vous remercie beaucoup pour ce brillant exposé de développement qui est d'une complexité rare. Et je voulais vous dire, on ne se rend pas compte à quel point les Américains, autrefois, étaient antisémites. Lorsque j'étais aux États-Unis, il y avait deux cultures, si je veux dire, qui étaient très rejetées. C'était le catholicisme et l'antisémitisme. Et au fond, je ne sais pas, on les mettait un petit peu dans le même rang. Et après la dernière guerre mondiale, j'ai été témoin de ça, lorsque la Suisse se sentit un peu débordée par l'arrivée des réfugiés juifs, on s'est tourné vers les Américains pour leur demander s'ils pouvaient un petit peu nous débloquer, si j'ose dire. Les réactions américaines étaient très réticentes. Donc, ce qui m'intéresse dans votre exposé, c'est qu'il y a une sorte de dichotomie, si j'ose dire, entre cet antisémitisme qui est vraiment très qui était, je ne dis pas d'aujourd'hui, mais qui était vraiment très ancré, je ne sais pas depuis quand, aux États-Unis. Et en même temps, ce soutien absolument est arrivé, un soutien absolument inconditionnel à Israël. C'est fou, hein? Quelque chose là qui, je trouve, incroyable, est assez, assez complexe. Oui. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Même si l'impression est que la situation a toujours été ainsi de tout temps, il est certain que les groupes dont je vous ai parlé, où cette vision philosémite est favorable au peuple juif, elle sourde en même temps qu'un très profond et très traditionnel antisémitisme chrétien, hein, que les protestants n'ont pas fait disparaître de leur propre culture. Vous savez, au moment des colonies britanniques, là pour le coup, j'ai bien étudié ça dans le détail, l'intolérance religieuse, elle est juridique, elle est légale, et il n'y a aucune colonie américaine n'admet à part le Rhode Island, n'admet l'hypothèse d'accueillir une population juive sur son territoire, et encore moins une population catholique. Donc vous avez les mêmes interdits qui frappent les juifs que ceux qui frappent les catholiques avant l'indépendance des États-Unis. Hein, et je me souviens d'une de mes amies, très très chère, qui était new-yorkaise, d'une famille juive hongroise, et qui m'expliquait que dans certains coins du Massachusetts où sa famille avait une maison secondaire, eh bien, quand elle était encore enfant, un certain nombre de lieux de sociabilité étaient interdits aux juifs. Donc, je veux dire, ça a duré. C'était le cas, en tout cas, dans les clubs. Dans les clubs. Complètement. Voilà. Mais encore dans les années 70, 80. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y avait les clubs juifs. Peut-être. Mais les juifs avaient leur propre club. Il n'était pas admis dans un certain nombre de clubs de Nouvelle-Angleterre. Voilà. Donc, de toute façon, on le sait, hein, l'histoire dépose ses couches, et avant que les couches soient recouvertes, elle perdure. Donc, une partie du mouvement des Know-Nothing, de la naissance de ce qu'on appelle le nativisme. Donc, on connaît une émanation du nativisme qui a été le Ku Klux Klan. Ça s'est constitué quand même
à partir des bases d'un évangélisme populaire ultra hostile, pas simplement à l'égalité raciale, mais aussi à la présence de juifs et de catholiques sur le sol américain, et au fait que l'on puisse donner la nationalité américaine, la citoyenneté américaine, à des juifs et à des catholiques. Donc j'allais dire, une partie du mouvement suprémaciste, une partie du développement du Ku Klux Klan, qui a eu des millions de membres dans tous les États américains jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est liée à cette on va dire, intolérance qui mêle à la fois race et religion de la part donc des descendants de colons anglo-saxons. Ouais. La triste réalité n'est-elle pas que l'on peut être sioniste par antisémitisme, ce qui était peut-être le cas du gouvernement britannique au moment de la déclaration Balfour. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, le seul ministre qui a voté contre la déclaration Balfour était le ministre juif du gouvernement. Et je pense que la hantise des Britanniques au moment de la déclaration Balfour, c'était d'éviter que trop de juifs russes ne débarquent en Angleterre. Alors, cette remarque, elle vaut aussi pour le moment où Hertz rencontre le Kaiser germanique et son ministre des Affaires étrangères, qui était mais un antisémite, mais affreux. Enfin, affreux au sens où, parlant avec Theodor Hertz, il lui dit, oui, vos amis qui aiment bien l'argent et qui aiment bien faire de l'argent, c'est bien si on les envoie en Palestine, parce que comme ça, on va pouvoir faire des affaires avec eux. Et je vais vendre cet argument au sultan ottoman. Mais des propos dans les conversations qui d'un mépris absolument considérable, et en même temps, le projet d'un établissement, d'un État juif en Palestine, ça les intéressait beaucoup pour des raisons géopolitiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont sionistes qu'ils ne sont pas antisémites. On est très antisémites aux États-Unis et c'est quotidien. Et il faut se rappeler qu'en 1948, à la création d'Israël, l'allié était l'Union soviétique, ce n'était pas les États-Unis. Ça a changé après. Et oui, c'est d'ailleurs aussi pour cela que le département d'État américain, pendant la guerre froide, n'avait aucune sympathie pour les tribulations de l'État d'Israël. Aucun soutien, aucune sympathie. La chose qui est très grave et que les gens ne voient pas quotidiennement aujourd'hui, la terre est prise aux Palestiniens. Ce qui se passe en Cisjordanie n'est pas beaucoup mieux que ce qui se passe à Gaza. Mais ce n'est pas montré. Et le problème, c'est qu'il n'y a absolument personne qui est en train d'aider les Palestiniens. Ils vont être massacrés et évincés. J'ai deux questions par rapport à vos textes, parce que j'avais toujours entendu la phrase « une terre sans peuple, un peuple pour une terre sans... » Et dans votre phrase, en fait, il y a deux mots qui font une grande différence. C'est marqué « une terre sans son peuple » pour un peuple sans sa terre. Dans ce cas-là, on n'ignore pas qu'il y a un peuple sur cette terre. C'est que ce n'est pas le bon peuple. Mais c'est très différent de dire un peuple, une terre sans peuple. Sans son peuple et voilà. et un peuple sans sa terre. D'accord. Est très important. J'ai oublié le possessif. Alors, quelle est la phrase Il faut que je originale? vérifie. Non, dans votre phrase, vous avez mis le possessif. Ah, j'ai mis le mais possessif. c'est la première fois que je le vois. Oui. Qu'est-ce qui est juste? Je pense que j'ai cité bien la Parce citation. que c'est important. Oui. Et la deuxième chose, c'est quand il faut la déclaration, la Bulgarie a été donnée aux Bulgares, la Serbie aux Serbes, la Palestine aux Juifs. Il y a une contradiction dans cette phrase. Quand on dit la Bulgarie aux Bulgares et la Serbie aux Serbes,
Mais la Palestine aux Juifs, ça ne marche pas. Oui, mais alors là, il y a peut-être un quiproquo culturel. Quand les Anglais parlent de Palestine, voilà, ils font référence à la période romaine, territoire. voilà, au territoire romain. Et puis comme on l'apprend au catéchisme, parce que à l'époque où le Christ est censé avoir vécu, c'est en Palestine romaine. Voilà, donc en fait, l'expression de Palestine, elle est liée Aux Palestiniens. aux évangiles. Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui est très grave, c'est ce qui se passe en Cisjordanie. Et quand quelqu'un posait la question par rapport à qu'est-ce qui pourrait advenir, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ça va être de la Jordanie jusqu'à la Méditerranée. Je suis pas prophète. Mais on le voit. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie. C'est très grave. Peut-être on a un peu dépassé le temps. Madame, si vous pouvez passer le micro derrière. Votre diapo laisse entendre qu'une volonté en Israël, Celle-là ? ouais, Oui. d'annexer Gaza, voire le Liban Sud, et de déplacer la population. Hypothèse. Hein. Ok, bon. Je crois qu'il s'agit des déclarations extrémistes et fantaisistes de 2 ministres du gouvernement israélien qui représentent à peine 10 députés sur 120. D'accord. En ce qui concerne les États-Unis soutiendraient Israël dans sa confrontation directe avec l'Iran, effectivement, il y a une grande majorité en Israël pour que les États-Unis aident Israël dans le cas d'une confrontation directe avec l'Iranien. Blandine. Votre réaction ? Ah, ma réaction. Alors, nous avons eu un débat. Je ne réagis pas, mais je réagis. C'est-à-dire que nous avons eu un débat avec Célia Belin, donc, qui a écrit ce livre, qui est vraiment une jeune femme à la fois brillante et qui connaît très bien le sujet. Alors, elle avait exactement la position inverse de la vôtre. C'est-à-dire que essayant de classer un peu les possibilités, les hypothèses, comme je viens de le faire, elle me disait, alors, moi je pense que, oui, très très sûrement, annexion de la Cisjordanie et de Gaza. Ça va arriver. Et les États-Unis ne vont pas intervenir. Par contre, Monsieur Trump est vraiment anti-guerre et il ne se laissera pas du tout embarquer, même malgré l'alliance indéfectible avec l'État d'Israël, dans le moindre conflit supplémentaire au Proche-Orient. Et donc il n'y a pas de risque que les États-Unis aident militairement, directement, les Israéliens si jamais ceux-ci décident de faire la guerre à l'Iran. Donc, elle était formelle, voilà. Donc, c'est exact. Elle venait de dire, donc, en vous écoutant, je pensais à elle en me disant, Célia, elle avait exactement l'opinion inverse. Alors, est-ce que l'opinion de Célia Belin est plus, avertie que la nôtre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'avait surpris parce qu'elle a été assez affirmative, ou certaines d'elles, en disant que cette question-là, d'une co-confrontation avec l'Iran, c'était de l'ordre de la fantaisie. Elle me l'a dit gentiment, mais elle y croyait pas du tout. Bon, on ne peut que spéculer entre nous, puisque ni vous ni moi ne sommes diplomates ou proches de ceux qui vont prendre toutes les décisions à venir. Bon, la situation de la bande de Gaza,
je lis quand même beaucoup d'analyses sur la possibilité d'une déportation humanitaire, pour des raisons humanitaires, de cette population hors de la bande de Gaza elle-même, vers l'Égypte. Il faut que l'Égypte soit d'accord. Il faut que l'Égypte soit d'accord. C'est seulement pour ça Il faut que l'Égypte soit d'accord, et l'Égypte, rien à voir à faire ni entendre de cette affaire-là. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire déplacer de manière humanitaire ou pas humanitaire? Parce que vous avez effectivement d'autres responsables au sein du gouvernement israélien. Alors vous dites c'est deux sur tout le gouvernement, oui, mais ces deux-là, on les entend beaucoup. On les entend beaucoup, et ces deux-là, ils parlent d'une déportation qui n'a rien d'humanitaire. Hein. Voilà. Donc, moi, je souhaite que tout ça ne soit que des... Bien sûr que je souhaite que tout ça ne soit que des élucubrations. En même temps, il y a quand même beaucoup de documentation autour de ça, hein, qui est disponible, d'analyses qui sont faites par des gens qui sont pas des... J'allais dire pas des... Enfin, qui sont des spécialistes. Hein. Et c'est suffisamment inquiétant de le lire sous leur plume pour se poser la question, vous voyez. Voilà. Je pense que malheureusement, nous ne trancherons pas ni le débat, ni l'analyse ce soir. Mais encore une fois, toute notre reconnaissance, Blandine, pour cet éclairage historique. On aura certainement d'autres occasions de reprendre la question dans le cadre de la Chérie Voltramar. J'en profite pour vous signaler que Blandine a enregistré un entretien de la Chérie Voltramar qui sera donc mise en ligne pendant plusieurs semaines. Il y a toute la période du montage. Je tiens à remercier Filippo Pozzini qui a été le réalisateur de l'entretien, et les deux étudiants qui ne sont pas là mais qui ont été les intervieweurs de Blandine. Donc vous retrouverez cet entretien ultérieurement. Et puis il me reste l'une des choses les plus agréables de la soirée, c'est de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon repos mérité, j'imagine, et nous nous retrouverons donc à partir du mois de février pour de nouvelles conférences. Bonne soirée à tous, bonne fête et un bon début d'année. Merci.